Questa sta cantando buttante. Tomo isto dentro dele não, né? Agora tá nele. نقلنا هذا جنازة. هاي. هذه. شو قاعد تنزل زمان؟ Main ang cinta na kayo sa Umaras na. تمام مدينة الزنزل تجين كده غير النوى Ya, hari dapat kita boleh lihat secara Kita nama lewat sensor tak tekan. Kau ni kan era. Ay, tangan balik tadi. Ingat je nanti. Kata, sana situ. Ano dia? Ini ni. Mana dia? Mana dia nak penonton? Ah? Hey, main terima ni fuku. Ah, dekat. Fuku. Jangan fuku. Kita nak kelancar dulu kelancar dia. Ya. Ini ada شو. غالي تسلى.
وكم تدور مدى تنمي توقي راسي Il y a une trentaine d'années, le pays était tout à fait différent de maintenant. Il y avait réellement beaucoup de végétation. Il y avait de l'herbe partout, dans toutes les plaines, de l'herbe même très haute. À certains endroits, elle avait plus d'1 mètre d'eau. La végétation était réellement luxuriante, pas luxuriante, mais enfin était très bonne, abondante et tout. Les Touaregs avaient largement de quoi vivre, étaient à l'aise, rien ne leur manquait, les troupeaux se portaient très bien, étaient abondants et tout. Sahel, cela veut dire rivage. Ce n'est plus tout à fait le désert et ce n'est pas encore la savane. L'équilibre précaire qui permet d'y vivre est entièrement soumis aux pluies. Que les pluies saisonnières diminuent plusieurs années de suite et c'est la catastrophe. L'herbe ne pousse plus, le bétail meurt de faim, c'est la famine pour plusieurs millions de nomades qui ne vivent que par leurs troupeaux. Après la grande sécheresse de 1972, des secours ont été organisés et les distributions de vivres ont quelquefois empêché les gens de mourir de faim. Des camps de réfugiés ont été improvisés le plus souvent près des villes. Pourtant, le problème est loin d'être résolu. Pour les nomades du Sahel, l'avenir semble ne pas exister. Leur vie, c'est la liberté, la brousse. Mais pourquoi repartir en brousse s'il n'y a plus de troupeaux ? Dans la région d'Agadez, au Niger, les nomades sont des Peuls, des Touaregs et des Bouzous. Des populations au mode de vie traditionnel. Des sociétés qui bientôt peut-être n'existeront plus. Nous y avons rencontré des témoins, comme M. Joyce, un Français d'Agadez, des victimes de la sécheresse, comme Semok, un chef Touareg, et puis dans une mission, des hommes et des femmes qui tentent l'impossible, sauver le Sahel et ses habitants. Cette sécheresse de 72 est tombée sur des troupeaux déjà en mauvaise condition physique. Et ça a été une catastrophe. En 72, je sais pas, il y a 50-60% du bétail qui sont morts. Refaire ce bétail, enfin, c'est impossible de toute façon, maintenant c'est terminé. Pour refaire un troupeau comme ceux qui étaient ici, il faut, je sais pas, un minimum de 15 ans, à condition qu'ils peuvent.
Il pourra exister encore quelques petits îlots comme ça qui pourront se maintenir dans des régions plus favorables, enfin pas plus favorables, mais on peut créer par exemple par arrosage peut-être quelques petites régions, on peut élever des moutons, quelque peu, des trucs comme ça. Mais il n'est plus question d'avoir des troupeaux comme tout le temps, c'est absolument hors de question. Ça. Avant que les pieds reviennent, je ne sais pas, ça sera peut-être en 30 ou 40 ans ou 50 ans. Ça fait une à deux générations qui passent. Et ils n'auront plus les mêmes habitudes, ça c'est terminé. Ça. Ils seront intégrés plus ou moins dans notre civilisation par force pour survivre. Ils seront obligés de travailler, de faire autre chose. Et les traditions vont se perdre, l'élevage, c'est ça. Ce moment-là, il reste le chameau, le chèvre, le mouton, les vaches, les bricots. C'est ça qu'on a fait les commerçants. Pour envoyer le sud, amener les milles. On a vendu les animaux vers le sud, on a mis les milles à manger. Ou bien on a envoyé au Nigeria pour acheter du tofu, le chèvre, le mouton comme ça. Maintenant le mouton c'est fini, la vache c'est fini. Il reste un peu chameau. La sécheresse a en réalité commencé déjà il y a près d'une trentaine d'années. Seulement elle n'était pas encore... ça ne se faisait pas remarquer parce que malgré tout il y avait encore suffisamment d'herbe et tout. Mais ça s'est aggravé progressivement avec le temps. Et ça c'est probablement la conséquence d'un cycle très long qui est d'ailleurs connu, un cycle de 80 ans qui est connu par les glaciologues et tout, qui se répercute sur le monde entier mais qui est particulièrement très sensible dans des zones comme le Sahel, où l'équilibre est très précaire. On avait dans le temps dans des bonnes années entre 150 et 250 mm de pluie, et nous sommes arrivés actuellement, depuis 51-52, progressivement, nous avons maintenant des moyennes de 50 et 60 mm, ce qui est insuffisant pour la végétation du Sahel. On est quand même complètement lié à la pluviométrie. Le phénomène du désert, de l'avance du désert, bon, les spécialistes disent que c'est l'homme qui a créé cette avance. Bon, que ce soit qui c'est qui ait voulu qu'il l'ait créé, il est là maintenant. Si on a de nouveau une pluviométrie normale, on peut essayer de refaire ce coin et de le reprendre en charge, quoi. Mais il se peut aussi qu'on soit tous obligés de déménager assez vite, ça j'en sais rien. Pas encore, il y en a de quelque chose. Il manque l'eau seulement. S'il y en a de l'eau, là ça va mieux. L'eau qui manque dans la terre, dans le pays. S'il tombe beaucoup de l'eau, là ça commence comme avant. Ça c'est le faute de tornade. Des tornades? Oui, la tornade n'est pas tombée ici. Justement, ce cycle-là a été aggravé, à mon avis, par le déboisement qui s'est fait tout le long de la côte de l'Ouest atlantique de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Toutes les grandes forêts primaires qui existaient, disons, du Nigeria jusqu'en Gambie, là-bas, ont pratiquement disparu, ont été remplacées par des plantations, par d'énormes plantations. Il y a des millions d'hectares de plantations actuellement qui n'existaient pas avant, au départ des forêts primaires qui permettaient à la mousson de monter dans le nord, encore assez humide, très humide, ce qui n'est plus le cas maintenant, quoi. La mousson arrive sèche ici. Il n'y a pas de force pour aller une coin, pour amener quelque chose. Tout quelque chose, c'est trop cher.
Oui, les Touaregs, ils s'en vendent les animaux pour habiller sa famille. Ils s'en vendent les animaux pour payer l'info. Ils en vendent les animaux pour faire tout manger pour eux. Maintenant, les animaux sont finis. On ne peut pas connaître comment faire. Ils ont fait un village là-bas à côté de Gadez. Il n'y a rien. Ouais, il y en a qui sont un petit troupeau, 10 chèvres, 15 chèvres comme ça. C'est tout, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Wani iri ne kai? Bai lace na. Likile pel. Shanu nawa suka mutu gare ka? Saniya 80. Di 80 vaches. 80 vaches, des chèvres. Awaki fa guda nawa? Awaki ba su mutu ba bana ni waɗannan ni iri nan. Dit que avant il n'avait pas de vaches, il n'avait pas de Da chèvres. ba da su duka ma. Et cette année même qu'il a acheté, quand il a perdu des vaches, qu'il a acheté des chèvres. Il avait 10 chèvres et 2 ânes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'a rien actuellement. C'est fini maintenant, je ne tourne pas dans la brousse. Ah, parce que dans la brousse, c'est difficile. Parce qu'il y a dans la brousse, si tu es tombé malade, il n'y a pas quelqu'un qui va soigner. Encore, si tu es là-bas dans la brousse, si tu peux aller à Gadas, il n'y a plus de bricots, il n'y a plus de chameaux maintenant. Il n'y a plus rien, pas grand-chose même. Parce que l'année dernière, on a eu les chasseurs qui fait les sécher les arbres. Il n'y a pas assez de la pluie, il n'y a plus de l'herbe. Tous les bêtes sont crevées. Presque moitié, tous sont crevés, il n'y a pas grand-chose. On a parti 150 moutons, 150 moutons et des vaches. 80 vaches. Mais avec cette sécheresse, là, est-ce que les Touaregs vont pouvoir continuer à vivre comme avant ici? Là, à la garde seulement, on ne peut pas connaître comment faire. Les Touaregs ils sont là, mais seulement il n'y en a plus des animaux. Il y en a beaucoup qui n'ont plus des animaux. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Ils vont rester ici ou ils vont... Et comment ils ont fait? Ils n'ont pas de force pour aller de l'autre côté. Ils ont posé ici. Il y a de l'autre qui sont de quelque chose, il y a de l'autre qui sont pauvres complètement. Où ils sont là? Il n'y a pas moyen. Bientôt on va mourir quoi. Bientôt on va mourir. Il y a 4 camions qui ont été achetés en 2 fois. C'est-à-dire qu'on a eu les 2 premiers sont partis début octobre et les 2 suivants mi-novembre. Mais à ce moment-là, il y avait tout juste de quoi payer les 4 camions quand on a acheté le 4e. L'argent que nous avons récolté vient d'une part de dons individuels, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes nous ont fait des dons personnels.
également d'organismes à but humanitaire, d'organismes privés à but humanitaire. Je suppose qu'il n'y a pas de fin, vous aurez toujours d'argent. Ça c'est évident. Maintenant qu'on est installé ici, qu'on a fait preuve d'une certaine efficacité, le gouvernement nigérien tient à ce qu'on reste et pour rester il faut de l'argent pour entretenir les camions et assurer le minimum pour les gens qui vivent ici. Je suis architecte et j'ai réglé certaines affaires et puis je suis venu ici. Moi j'ai une propriété, je peux pas partir sans problème pendant 2 mois. 2 ou 3 mois, il n'y avait aucun problème. Moi je suis cultivateur également, ça correspondait à une période creuse de l'année et ça me permettait en même temps de concrétiser, disons, une certaine forme d'action que je voulais mener en Afrique pour aider ces populations à s'en sortir. Moi je suis architecte aussi, ce qui fait un échantillonnage un peu spécial. Et on travaillait ensemble, donc même problème, même facilité de... Moi j'ai abandonné mon employeur, parce que de toute façon je préférais venir ici. Il y a autre chose à faire. Les céréales envoyées par les pays étrangers arrivent jusqu'à Agadez. Jusqu'à Agadez, oui. Elles sont stockées dans les locaux de la préfecture, qui a organisé la distribution, qui a recensé les campements, la population de chaque campement, et qui nous charge d'alimenter tel ou tel campement avec telle ou telle périodicité, suivant l'importance du campement, son éloignement, etc. Parce qu'avant que vous arriviez, il n'y avait personne pour transporter ça. Avant nous, il y a eu une période creuse pendant laquelle il n'y avait que quelques camions militaires, je pense. Et précédemment, il y avait des camions belges. Et vous, monsieur, vous êtes chef de distribution ici? Si. Oui, les gens n'ont rien à manger ici? Ils n'ont rien, comme ce Sorgho là, parfois on amène les sémoules, du blé, etc. Mais s'il n'y a pas de distribution, oui, comme aujourd'hui, oui, il n'y a rien d'autre à manger? Il n'y a rien d'autre à manger. Rien. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez aujourd'hui, vous allez pouvoir tenir combien de jours? À peine 5 jours comme ça. Et la prochaine distribution? La prochaine? Oui. Parfois 6 jours, 7, comme ça. Là. C'est jamais à l'avance. Hein. Non, c'est jamais, ouais. Une fois, ça a été presque un mois, 4 semaines. Ouais. Parfois 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Mohamed Badine Mramatrikil, 2005-02, garde républicain nomade Agadez. Et cet homme vivait ici, il n'y a pas longtemps, avec 2 enfants. Il a longtemps les mamans de Varnage, celle qui est arrivée ici. Et ces 2 enfants, il y avait 2 enfants, et il y en a un, où est-ce qu'il est l'autre? Et l'autre, il a déjà décidé. Mort. Il est mort. Oui. Il va manger à midi avec ça et le soir. Mais ça pas beaucoup, hein. Et combien de jours entre les distributions? Une semaine, quelquefois 20 jours. 20 jours ou plus? Plus, oui. Ouais. Et avec la ration qui est donnée, c'est-à-dire 1 kilo? 1 kilo. Ils peuvent vivre combien de jours? 3 jours, 4 jours.
Il n'y a rien, il n'y a que ça. Il avait des troupeaux avant? Les troupeaux avant, des vaches, des chèvres, des moutons, tout ça. Mais il n'y a rien maintenant. Actuellement, on leur donne des affaires pour rien, eh bien, ça ne peut pas durer ça, c'est pas une éducation. Ça. Eh oui, et puis qu'ils puissent faire par eux-mêmes, quoi, un métier ou un autre, quoi, qu'ils puissent gagner leur vie, quoi. Il y a une dégradation automatiquement à cause des distributions, mais ils en souffrent quand même, l'ensemble en souffre. Je dis bien l'ensemble, hein, il y a certainement qui sont tout heureux de la solution, mais l'ensemble en souffre dans sa dignité d'homme, et je pense qu'il y aura un sursaut. Moi. Bon, si on regarde les nomades comme dans le temps, avec leur mentalité dans le temps, moi je crois que c'est fini ça. À court terme, il est évident que, vu la pénurie de transport qu'il y a ici, on fait un travail qui permet aux gens de survivre. Qui permet aux gens de survivre à court terme. Parce qu'on est là pour les aider, il faut essayer de les aider jusqu'à temps qu'ils n'aient plus besoin de nous et non pas dire bon bah maintenant c'est fini, on s'en va. Et tu crois que le fait de donner des vivres comme ça les aide suffisamment? Non, ça permet de survivre en attendant de trouver une solution. Ouais. Les solutions. De toute façon, les solutions... il y a d'autres gens qui s'en occupent, j'espère. Il y a d'autres gens qui s'en occupent, elles sont sans doute très difficiles à trouver. Et il faut que les nomades acquièrent une autre mentalité, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge leur pâturage. Et qu'ils traitent un peu leur pâturage comme on traite un champ, comme un jardin, quoi. Donc il faut qu'ils passent d'une mentalité nomade à une mentalité paysanne, tout en restant des éleveurs, parce que c'est pas l'agriculture qui sauvera ce coin-là. Ils vont prendre un jardin, parce que les troupeaux pour l'instant, il n'y en a plus beaucoup. Alors ils vont se grouper près des villes, ou bien s'il y a des vallées qui sont aménagées, ils pourront s'y installer. Mais en cultivant, ils vont plus se déplacer, il n'y a plus de grands troupeaux, il n'y a plus de caravanes. Je suis 12 ans ici. 12 ans? Oui, je suis ici. Et pourquoi tu es venu ici? Je suis venu ici, avant j'ai un caravane. Tu avais une caravane? Oui, après je laisse les caravanes, j'ai commencé à faire le jardin. Bon, je continue à faire le jardin, j'ai fait 2 ou 3 ans. Mon bœuf fait les corvées. Oui, après, je n'ai plus de bœuf pour travailler. Je suis venu ici demander le père pour travailler ici. Il m'a donné des places pour on travaille pour le ciment, on fait les places, là, on fait les dispensaires. Quand on a fini le travail, là, on fait 2 ans pour travailler. On a fini. J'ai commencé le travail dans le jardin. On a commencé d'abord par faire une animation, enfin tous les 8 jours ou tous les 15 jours maintenant, j'ai une animation de tous ceux qui veulent. Je leur apprends d'abord à quoi servent les ouvrages qu'on fait. Et puis maintenant, j'étends ça à l'argent, qu'est-ce que c'est, le système économique d'un pays, etc. J'essaye de les ouvrir, de faire une éducation d'adultes en même temps que les travaux.
Les travaux, c'est retarder le plus possible l'eau sur le terrain, de façon qu'elle ait le temps de descendre dans le sol, de refaire le sol, et que la végétation soit beaucoup plus forte. Donc, des murettes de pierre, surtout des barrages filtres. Quand on pense barrage, nous on pense haute surface. Et là, c'est des barrages filtres qui n'ont comme vocation que de retarder l'eau, qui agissent comme une pompe d'arrosoir, qui retardent l'eau sur le terrain et qui la distribuent le plus largement possible sur tous les bons terrains à pâturage. Chef d'équipe. Depuis plusieurs années, des palmeraies entières étaient ravagées par un parasite, la cochenille blanche. Le tort causé aux nomades était considérable puisque pour beaucoup d'entre eux, les dattes constituent l'essentiel de leur nourriture. Pour sauver ces palmiers dattiers, un biologiste nigérien, Mukaila Maigizo, eut alors l'idée de faire venir d'Iran, pays d'origine du palmier dattier, des petites coccinelles appelées kilocoris. C'est le pain même des nomades dans les régions sahéliennes. Pour cette raison, il faut sauver une grande partie de ces palmeraies pour satisfaire les besoins humains. La cochenille est un parasite de la famille des Gaspidiae. Cet insecte vit sur toutes les palmeraies, c'est-à-dire sur les dômes aussi bien que sur les palmiers dattiers, les cocotiers. Mais on a trouvé qu'il était impossible de le combattre avec des produits chimiques. Pourquoi? Parce que cet insecte sécrète un bouclier transparent qui le protège contre tout contact avec le produit chimique. Donc la meilleure solution de le combattre, c'est de faire appel à des prédateurs. La coccinelle qui brise la coquille et qui retire à l'intérieur des boucliers l'insecte même qui injecte un produit toxique à la plante même et qui provoque son affaiblissement général. On a préféré défendre ce qui restait d'abord avant de commencer la rénovation des palmeraies. Et pour le moment, nous sommes à la phase préparatoire et sur la phase préparatoire, nous avons, c'est-à-dire que nous avons réuni toutes les données climatiques qui conviendront à la multiplication de ces coccinelles. Il faut un milieu ambiant, c'est-à-dire créer un microclimat artificiel. Donc pas très chaud, il faut une humidité relative convenable. C'était pour cette raison, dans la palmeraie, nous avons tenu à créer un microclimat artificiel compte tenu de nos moyens. Des sous-cultures, par exemple de la luzerne, des cultures maraîchères, et aussi bien que des cultures fourragères telles que du niébé fourragé, du maïs et du sorgho. Grâce à ces cultures, nous avons pu maintenir un microclimat artificiel et adopter ces coccinelles étrangères. Ça serait une solution, c'est grâce à ces méthodes qu'on arrive à éteindre d'autres cultures et même introduire des nouvelles cultures et des méthodes techniques culturelles. Il y aura une progression du développement parce que autrefois, les gens ne savaient pas s'il fallait cultiver sur les palmiers dattiers. Donc il n'y aura plus de perte de terrain, donc ça permettra non seulement de faire une irrigation parfaite, et ça permettra aussi une intensification de différentes cultures, et sans perdre aussi le terrain.
Parce que les terrains qui étaient autrefois abandonnés et que tous les palmiers datés, il n'y a pas de culture, ça veut dire qu'il y aura une grande partie du terrain abandonné et que le paysan est obligé d'aller chercher un autre terrain. Sans se rendre compte qu'il fallait cultiver sur les palmiers datés pour avoir un rendement aussi possible que aussi sur le terrain dépourvu des palmiers datés. Donc il faut passer par la démonstration qui est l'instinct même du paysan, et puisque le paysan préfère qu'on lui démontre que de lui parler 10 000 fois, parce que plus on lui parle de plus, sans qu'il ne comprenne rien, il est obligé de se décourager. Puisque nos paysans, ce sont des gens, que ce soit les paysans d'Europe, que ce soit les paysans africains, ce sont des gars qui se méfient. Ils préfèrent voir une fois que d'entendre 10 000 fois. Donc avec des discours, on ne peut jamais les faire venir sur des décisions qu'ils ne veulent pas accepter. Pour pouvoir donner plus d'efficacité à notre action ici, et malgré les moyens que nous avons, puisque c'est l'État c'est une pépinière d'État, il n'était pas du tout indispensable d'utiliser un moteur. Pourquoi? Parce que les paysans, plus on utilise un moteur, ces paysans vont croire qu'on a plus de moyens qu'eux. Et même si on a réussi, pour eux, c'est grâce aux moyens que nous avons obtenus. Donc nous sommes obligés d'aller de la même manière, c'est-à-dire du même pas de cadence qu'eux. Oui. C'est pour cela que nous avons préféré garder notre bœuf, l'entretenir correctement. Ce bœuf était tellement maigre avant, malgré qu'il y a du fourrage en brousse qu'on peut trouver, on a préféré lui donner les différentes sous-cultures que nous avons ici pour le maintenir correctement. Le bœuf est plus économique pour l'instant. C'est pour cela qu'il est très souhaitable d'associer l'agriculture et l'élevage dans cette région. Parce que, vous voyez, un éleveur qui quitte et qui retourne à la terre, complètement démoralisé, il faut passer par un système pour le persuader et le tenir correctement au sol. C'est hasardeux, toujours qui vivent à manger quelques graines. Comme il ne lui arrivait rien, il s'enhardissait. Le lendemain, on mettait des graines et des pièges. Les rats devenus sans méfiance se trouvaient plus. Mon père finit par me faire découvrir que je l'avais atteint sur un fin sentier. La piste de rats qui serpentent parmi les haies d'épineux où ils furquent à l'abri de leurs ennemis. Seule la flèche d'un chasseur, d'un bon chasseur, peut le y atteindre. Bon, on s'arrête là. Dans un trou. Bon, un à la fois. Comment est-ce qu'on peut arriver à se faire des bulles? Oui, quand on a rôti. On a fait rôti un bout de gris. Et les petits oiseaux que vous chassez? Les tourterelles. Les tourterelles. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Durant ce que... La tourterelle, elle casse les dents. On les casse la tête. On les donne au chien. On les donne au chien. L'autre chien. Bien. On les donne et puis celui qui a appris à faire l'année dernière, là. Des longues cordes. Oui, une longue corde. Comme ça, là. Puis on met des cordes. C'est-à-dire, tu l'entoures. Faisons peu. Comment tu appelles ça? Une fronde ou bien un... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore, le père d'Albarca, pour faire sortir les mains? La quoi? Le saisir et le prendre. Eh, mais pour le saisir, tu crois qu'il va venir te saluer comme ça? Il met la flèche tout près. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il l'a appelé? Depuis le rat est sorti. Il a fait normal le matin. Et 2 après-midi par semaine, on fait des activités en parallèle avec ce qu'on étudie. Pour les garçons, ils sont en plusieurs groupes qu'ils ont plus ou moins choisis. Il y a un groupe qui plante des arbres, qui essaie de reboiser un peu, d'entourer les petits arbres qui commencent, d'en planter d'autres. Ça, c'est pas du travail. Parce que ça te salit. Ça, c'est pas du travail. Comme tu as touché un bic, tu peux plus te salir. Ça, c'est du fou. Ça, c'est... On commence. On va la voir comme ça. Un groupe qui barre un peu toutes les petits coris juste dans l'entourage de l'école.
Un autre groupe se partage dans les différents jardins des voisins. Et puis les petits vont un peu à droite à gauche et aider tantôt un groupe, tantôt l'autre. Il y a aussi un groupe qui construit le mur de l'internat, qui apprend à faire les fondations, les murs en banco, un peu droit. Les filles apprennent la couture, le tricot, la cuisine. C'est-à-dire on met des crottes de chèvres là. Dans les crottes, il y a certaines graines qui ne sont pas foutues quoi. Alors ça poussera à force d'arroser. Il y a certains dont les familles savent planter, mais c'est pour les occuper quoi. De plus en plus, si les nomades se sédentarisent, resteront peut-être un peu nomades, mais ils auront un jardin et... Maintenant, comment ils seront après? Ils changent. Ils sont obligés de changer pour survivre. Il faut qu'ils réalisent un nouveau mode d'élevage, quoi. Alors, le nomadisme pur, comme dans le temps, où on ne s'occupait pas du terrain, où on allait n'importe où, et quand un coin était abîmé, on partait ailleurs, ça c'est fini, quoi, parce que il n'y a plus de bon coin nulle part. Moi, je suis Touareg. Il y a mon père, mon grand-père. Mon grand-père, il était en brousse, mais il est venu... Il était en brousse, maintenant il est venu en ville. Et toi, tu es né à Agadez? Moi, je suis né à Agadez. Et qu'est-ce que tu fais à Agadez? Je travaille à Agadez. Comme quoi? Je fais l'interprète et le guide parfois. Et qu'est-ce que tu préfères, la ville ou la brousse? Maintenant, je préférais la ville, mais je m'en vais parfois en brousse. Ouais. Pour le plaisir seulement. Et finalement, pourquoi tu penses que tu pourrais pas vivre en brousse? Je ne peux pas vivre en brousse puisqu'il n'y a pas moyen de vivre en brousse maintenant. Je préférais c'est venir en ville, aller à l'école, travailler, chercher à avoir un peu d'argent pour se nourrir. C'est la meilleure solution. Qu'est-ce que tu fais cet argent? Avec cet argent, j'achète des vivres. Je fais vivre mes parents, j'achète des habits. Je pars au cinéma et je me promène avec mon argent. Je crois que je suis plus content que celui qui est en brousse qui n'a rien. Avec mon argent que je gagne, j'ai acheté des habits Touareg. J'ai un turban, un grand boubou, un pantalon. Parfois, je les mets pour perdre mon visage à mes amis. Les Touaregs se marient avec un Touareg. Un Touareg en ville aussi, il cherche une Touareg de la brousse. C'est pas parce qu'il est en ville qu'il va marier une Hausa. Il cherche une femme Touareg. Il y a plusieurs sortes de travail. Celui qui n'a pas été à l'école, il fait le travail de construction de banco. C'est pour ça qu'il aille en ville pour chercher quelque chose à manger. Les Touaregs aussi viendront en ville. Sans ça, ils vont crever. Puisqu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien en brousse. Il n'y a pas des animaux, il n'y a rien.
Ce sont des gens de les Touaregs nomades. C'est le centre de distribution de vivres, du maïs et du blé qui sont toujours de distribution. 500 grammes. 500 grammes. Oui, 500 grammes. Une gramme qu'on nous donne à la chaise de sac matin, de distribution de Agadez.